Xavier Niel. Écoutez, on est très très heureux et navré pour ce petit retard. Très heureux de votre présence. C'est pas de ma faute. Aujourd'hui. Non, mais vous savez, les avocats sont un peu lents à venir. En retard, pas long. Non. Écoutez, notre barreau est vraiment, c'est un immense honneur. Il y a plus de monde aujourd'hui, ce soir, en retransmission que pour les résultats des élections Vanessa du bâtonnat de Paris. Mon cher Xavier Niel, on ne va pas vous présenter, ce serait une offense. Tout le monde vous connaît. Nous avions envie ce soir de vous écouter sur l'intelligence artificielle, surtout nous, avocats. Vous avez lancé QTI et H, vous avez investi. Et l'idée étant de faire émerger une IA européenne, voire française, pour nous est très importante. Nous, avocats, avec notre déontologie, notre secret professionnel, et justement, l'intelligence artificielle, si toutes ces informations partent à l'étranger, vous pouvez imaginer les problématiques. Et on aimerait vous entendre là-dessus. Ce soir, nous allons écouter, vous avez parmi les premiers rangs, et l'idée c'est qu'il y a un échange. Il fait très noir dans la salle, je ne sais pas si l'idée c'est une ambiance tamisée, mais il va y avoir un échange avec la salle. Vous avez les membres de l'incubateur du barreau de Paris, et ils accompagnent. Alors, vous avez station F, mais nous, on a bien mieux. Et ils accompagnent des projets lancés par des confrères, évidemment, dans tout ce qui est innovation technologique. Et nous souhaitions avoir votre éclairage sur l'IA en général et les conséquences sur le métier du droit en particulier. Alors la première est toujours la plus difficile. Alors je vais commencer par une anecdote qui m'est arrivée personnellement. Il y a quelques semaines, je suis spécialisé en propriété intellectuelle, donc je vous fais une offre de service. Un client m'a demandé de préparer une lettre de mise en demeure. Et j'ai été très agacé parce qu'il m'a dit « Est-ce que c'est toi qui l'as fait, Pierre, ou est-ce que c'est moi ?» Et il m'avait mis en pièce jointe une sorte de mise en demeure qu'il avait fait lui-même sur ChatGPT. Alors, voilà sous forme d'anecdotes et de blagues, et on va lancer le débat, et on a plein de questions, mais on est vraiment très honoré de vous avoir aujourd'hui. Merci Xavier Niel. Merci. Alors, vous voulez qu'on fasse ça sous quel? Vous voulez fait 3 minutes d'intro et après on fait des questions. Vous faites ce que vous voulez, on est avocat, on aime la liberté, peut-être mettez un peu de lumière, effectivement. Oh, tout va bien, tout va bien. Non, le premier truc, c'est que l'intelligence artificielle, ça n'a rien de magique. On ne sait pas comment marche le cerveau humain, alors avant de le reproduire, ça va être très très compliqué. Donc ça, c'est un premier élément qui, je pense, est important. Donc comment ça marche? Et si on prend un large langage modèle comme ChatGPT, c'est juste un truc statistique, c'est-à-dire qu'on lui a donné plein de données, et puis il va analyser toutes ces données, et puis statistiquement, derrière un mot, il va en mettre un autre, et il va vous pondre quelque chose qu'il ne comprend absolument pas. Donc et des chercheurs ont découvert ça, ils n'ont pas compris pourquoi ça marchait, mais ils l'ont mis en œuvre et ça donne ça. Donc ça n'a rien, absolument rien de magique, ce que vous pouvez voir. Pour faire de l'intelligence artificielle, on a besoin de 3 trucs. On a besoin de données. Donc plus on va lui donner de données, plus on va lui donner de données intelligentes, meilleur sera le résultat. Premier élément. Deuxième élément, on a besoin de chercheurs qui vont être capables d'écrire les algorithmes. Et puis troisième, on a besoin de puissance de calcul. Voilà les 3 choses dont on a besoin pour créer une intelligence artificielle, quel que soit le sujet, quel que soit le domaine. Donc une fois qu'on a dit ça et qu'on s'est mis là-dedans, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que la totalité des algorithmes qui gèrent l'intelligence artificielle sont principalement chinois, mais on ne les connaît pas bien, américains et peut-être à un moment au Moyen-Orient. Et donc on a des algorithmes avec des biais, parce que tout algorithme a un biais. C'est-à-dire qu'en fonction des données qu'on va lui donner à apprendre, il va créer un biais ou un angle. Et moi, j'ai pas envie, mais comme j'espère vous, qu'on dépende d'algorithmes qui ont des biais qui sont dans une culture très américaine ou dans une culture très chinoise. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on est capable de faire pour aider cet écosystème. Donc on a fait plusieurs choses. On a, je ne sais pas dans quelle heure je le prends, on a financé plein de startups. On s'est dit si on ne veut pas que les startups partent aux US ou encore une fois au Moyen-Orient ou en Chine, il faut les financer. Donc on a financé avec d'autres plein de startups. C'était une des premières idées, garder nos entrepreneurs ici. On s'est dit on a un problème avec nos chercheurs, parce que nos chercheurs
Si une boîte américaine ou une boîte, où qu'elle soit dans le monde, leur propose des salaires indécents à un chercheur public, aujourd'hui par exemple au CNRS en intelligence artificielle, ça gagne, je sais pas, 2500 € par mois, 3000 € par mois. Il a fait 10 ans d'études après le bac, donc autant vous dire que les salaires qu'on va lui proposer, on va lui rajouter 1 ou 2 zéros, donc ça peut être tentant. Donc comment on arrive à les garder ici? Donc on a besoin premièrement des startups, et puis on s'est dit à côté de ça, on va créer une fondation, un truc non-profit dans lequel on va faire de la recherche ouverte, c'est-à-dire qu'on va publier toute la recherche que l'on fait, ça s'appelle QTI, et puis avec des copains, on l'a financé à hauteur de 300 millions d'euros, avec une idée de conserver les meilleurs chercheurs ici en les payant à des salaires américains. Donc ça a été la deuxième idée. Puis la troisième idée, ça a consisté à dire il faut que l'on ait il faut qu'on ait de la puissance de calcul. Ça a été d'acheter des ordinateurs pour avoir de la puissance de calcul en Europe. Si vous regardez la puissance de calcul qui existe pour l'intelligence artificielle, seulement 3% aujourd'hui est en Europe. Alors c'est mieux parce qu'il y a 1 an et demi on était à 0, mais enfin on est quand même très très loin de nos amis américains et ailleurs. Voilà. Et donc créer tout cet écosystème pour essayer que on soit capable, en France et en Europe, d'avoir tout ça. On a une énorme chance en France, c'est qu'on a 2, 3, 4 écoles qui produisent les meilleurs chercheurs au monde en intelligence artificielle. C'est Polytechnique, une autre école dont vous avez probablement jamais entendu parler, qui s'appelle le MVA, qui est à Cachan, qui est à Saclay. Voilà, on a peut-être 3, 4 très très bonnes écoles dont sortent les meilleurs talents. Maintenant, il faut qu'on arrive à les conserver et à les garder ici. Alors après, vous vouliez marier ça avec le droit, et je suis sûr que vous aurez potentiellement des questions plus précises sur le sujet. Ce qu'on dit toujours, c'est que l'avocat, le juriste ou les personnes qui travaillent dans le droit, moi à votre place, je ne serais pas inquiet d'être remplacé par une machine. Ça n'existera pas et ça n'arrivera pas. Par contre, je serais inquiet d'être remplacé par quelqu'un qui utilise la machine. Et c'est ça le vrai sujet, c'est comment vous êtes capable d'utiliser ces outils qui sont aussi révolutionnaires que Google a été révolutionnaire probablement dans votre activité il y a une vingtaine d'années, ou il y a 30 ou 40 ans quand les premières bases de données de jurisprudence sont arrivées. Donc c'est aussi révolutionnaire. Mais bien évidemment, aujourd'hui, si vous n'utilisiez pas ces bases de données, vous seriez complètement dépassé dans votre activité. C'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. C'est comment vous êtes capable de vous approprier ces outils, de les utiliser. Les outils aujourd'hui qui existent ne sont pas très puissants par rapport à ce que vous allez avoir dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Pour répondre à la question de votre sympathique, je vais dire client, mais ouais, client, on dit ça, sympathique client qui vous dit moi je l'ai fait ma lettre avec ChatGPT. Il y a un truc fantastique, c'est que toutes ces intelligences, tous ces larges langages modèles, ChatGPT est un large langage modèle, hallucinent. Et alors, vous allez chercher sur Internet et vous cherchez hallucination ChatGPT. Et alors, vous allez voir des hallucinations, mais ils peuvent halluciner sur des additions pour un enfant de 5 ans. Parce que comme c'est qu'une loi statistique, il voit la chose qui statistiquement lui paraît le plus logique. Et malheureusement, la chose qui lui paraît le plus logique sur la base de ce qu'il a lu, ce n'est pas obligatoirement la chose la plus juste. Donc typiquement, si vous êtes très très fort et que vous publiez plein de faux sites sur Internet en mettant une fausse date de naissance me concernant, vous pouvez m'enlever 20 ans sur ChatGPT. Je vous en remercie d'ailleurs si vous le faites, mais ça n'empêchera pas que mon âge ça sera toujours le même. Voilà. Donc les modèles hallucinent systématiquement, et comme les modèles hallucinent, je pense que vous avez encore pas mal de temps devant vous à expliquer ou à la capacité de démontrer à vos potentielles personnes qui vous interrogent que globalement la réponse qui vous est donnée, elle peut être complètement fausse et elle a besoin d'être lue. Bon, d'abord, on est rassuré parce que c'était la première. Je ne cherche pas à vous rassurer. Hein. Non, si. Attendez, c'est la première question. Je voulais un peu tarte à la crème, de la même manière qu'il y a 20 ans, quand effectivement les moteurs de recherche Google arrivaient en disant on va être remplacé. Là, aujourd'hui, vous nous rassurez. Et à titre personnel, moi, je suis extrêmement optimiste, justement, parce que d'abord, ça permettra un meilleur accès au droit pour les justiciables, avoir plus d'informations. Rien ne remplacera le pouvoir créatif, ne serait-ce que notre échange. J'aurais pu demander à ce qu'un algorithme prépare les fiches. Bon, c'est Hugo, l'algorithme. Mais la stratégie d'avocat, les échanges, la construction, rien ne pourra l'empêcher. Mais au moins, vous avez répondu. Là où j'ai une inquiétude, et c'est là où peut-être après il y aura des propositions de notre barreau, c'est la fracture numérique. Nous sommes un barreau à 34 000 avocats. Et je ne vous apprends rien, il y a plusieurs mondes différents. Et dans le cadre de notre campagne, 18 mois avec Vanessa Bouzardeau, il y a
un sujet qui revenait, c'est l'intelligence artificielle. Et on a eu la chance d'aller dans des gros cabinets qui investissent des millions dans leur IA maison. Et j'allais répondre, et moi, et moi, et moi. Et donc, c'est un sujet qui, est-ce qu'il y aura plus de fractures numériques, ou peut-être grâce à vos outils, il n'y aura pas de décrochage pour les avocats, mais c'est toutes les autres professions judiciaires. Et ça, peut-être, c'est un point que je voudrais avoir avec vous, parce que la question qui m'inquiète, c'est les données, et parce qu'il faut nourrir la machine. Et on parlera peut-être, j'anticipe une autre question sur les questions de déontologie, mais comment on fait pour les stocker? Donc, si vous avez peut-être... Le sujet, c'est que c'est comme si quand la voiture, je sais pas, à essence, je sais pas comment c'était, est arrivée, il y avait des gens qui conduisaient des voitures à essence, puis il y avait des personnes qui portaient des voitures à bras. Et c'est comme si vous me posiez la question, quel est l'avenir des gens qui portent des voitures à bras? Soit ils continuent de porter des voitures à bras et ça n'a pas duré, soit ils décident de se former, de conduire une voiture, je sais pas quoi, comment fonctionnaient les premières voitures. Et donc en fait, c'est juste ça, c'est que bien évidemment la société évolue, le monde évolue. Et il y a des gens qui sont dépassés, c'est triste, mais c'est l'évolution de la société. Et ça existe dans tout domaine, dans toute activité, malheureusement. Mais c'est une question de formation, de curiosité, d'auto-formation qui vous permet de rester à jour. Ça n'empêchera pas d'avoir des avocats spécialisés sur des sujets donnés, quelqu'un qui plaide de manière incroyable, je ne connais pas votre métier, mais quelqu'un qui plaide de manière incroyable, dans lequel la jurisprudence, l'accès à l'info est peut-être moins importante qu'autre chose, d'avoir toujours d'avoir des atouts, mais ça reste un métier d'artisan dans ce cas-là. La finalité, c'est le monde est là, le monde avance, évolue, les outils deviennent plus forts, plus puissants, et soit on est capable de les adopter, de les utiliser et d'en faire des atouts, soit son métier devient plus difficile, plus long, plus pénible. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème, c'est vous ne serez pas remplacé par des machines, mais potentiellement, quelqu'un qui utilise la machine peut vous remplacer, parce qu'il va utiliser la bonne machine. Je ne sais pas si un grand cabinet qui crée sa propre intelligence artificielle va être capable de battre les produits ou les outils existants, j'en suis pas sûr. Mais leur sujet à eux peut paraître sensible comme ça. Mais je vous le redis, les choses importantes, c'est les données de base et comment on est capable ensuite de les analyser. Mais le sujet principal dans votre métier, c'est les données de base. Comment j'accède à un nombre de jurisprudence le plus important possible, à un nombre de décisions le plus important, le plus grand nombre de décisions possible. Vous avez des sites qui aujourd'hui commencent à regarder, à vous isoler les décisions d'un juge, mais on pourrait les analyser plus loin, les décisions d'un juge données, en se disant, ok, la perception du juge sur la base de sa décision, ce juge est sensible à tel argument ou à tel argument. On peut pousser derrière et créer des outils qui vont toujours plus loin, mais il faut l'information de base. Et je pense que l'étape aujourd'hui la plus importante pour vous, c'est comment vous êtes capable d'accéder à cette information brute, de la regarder, et de s'en accaparer et de l'utiliser. Et alors, vous avez un peu anticipé sur les enjeux. Pardon ? Je suis désolé d'anticiper. Non, mais après, moi j'avais envie de parler un peu de notre déontologie, d'éthique, parce que c'est un point, vous parliez, j'avais eu une de vos interviews sur justement l'importance des données culturelles. Vous avez dit c'est pas d'être chauvin d'avoir un produit, mais effectivement, il y a notre droit continental et on doit garder notre souveraineté numérique. Mais quid, voilà, justement, de ces données, de ce stockage? Parce que moi mon inquiétude, c'est l'intelligence artificielle, il faut bien la nourrir. Mais comment on la nourrit? Et puis on a tendance peut-être nous la nourrir avec notre secret professionnel. Donc, vous voyez, c'est des questions qui peut-être peuvent vous dépasser, mais nous qui angoissent de la même manière que pour un médecin ou pour d'autres professions. Donc peut-être sur l'enjeu éthique, si ça vous inspire pas, j'embraye sur cette question. Non, je sais pas. Non, je sais pas si ça m'inspire ou pas. Après, je vais aller sur la réglementation. Je suis pas complètement sûr d'être la personne la plus qualifiée pour vous parler d'éthique. Il fallait que je la fasse. Merci. Donc je ne sais pas être la personne la plus qualifiée pour vous parler d'éthique, comme ça je l'ai fait toute seule, merci. Non, si vous voulez, je ne sais pas quelle est la limite dans votre activité, tolérable juridiquement, tolérable en pratique, et quelles sont les limites comment vous fixez ces limites et comment elles peuvent ou elles souhaitent évoluer. Vous pourriez regarder, aujourd'hui, sauf erreur de ma part, dans notre pays, la justice, elle est publique. C'est-à-dire que la totalité des décisions de justice sont publiques.
pas les parties, pas des choses comme ça, parce que je vois que maintenant, de plus en plus, quand vous consultez des jurisprudences, le nom des parties ont été supprimés. Il reste souvent le nom des avocats, le nom des juges, mais pas le nom des parties. Je ne sais pas quelle est la logique, mais on va supposer que c'est une logique décidée par je ne sais pas qui. Mais vous pouvez aller plus loin dans les données que vous possédez. Il y a également vos conclusions. Vos conclusions, de manière générale, elles ne sont pas publiques. Est-ce qu'à un moment, ces choses-là peuvent devenir publiques? Vous voyez, je ne sais pas quelle est la limite où vous voulez la fixer, comment vous voulez la fixer. Mais à partir du moment où vous rendez vos conclusions publiques, vous permettez à des tiers de s'en inspirer. Alors soit en les lisant comme on faisait dans le temps, soit, et ce qui doit se pratiquer, soit en en récupérant beaucoup et en les mélangeant et en utilisant de l'intelligence artificielle pour essayer de reproduire. Ce que fait super bien l'intelligence artificielle, c'est reproduire ce qu'elle a vu plein de fois. C'est-à-dire que si vous demandez à une intelligence artificielle de mélanger 10 chansons de, je ne sais pas qui, Johnny Hallyday, excusez-moi pour le choix, de 10 chansons de Johnny Hallyday... Bon, vous n'avez pas dit Sardou, ça va. De Sardou, si vous voulez, je n'ai pas de problème. Mais je ne vais pas faire un choix politique. Mais donc, si vous arrivez, si vous lui mettez 1000 chansons de Johnny Hallyday avec son interprétation, elle va réussir à vous en faire 1001 qui va être le mélange des 1000 autres et qui va être pas mal. Maintenant, si vous demandez à une intelligence artificielle d'inventer Michel Sardou ou Johnny Hallyday, pardon, ça va bien galérer parce qu'elle ne va pas réussir à le faire. Elle n'est que la moyenne des données qu'on lui a données. Alors, nous sommes juristes, on va faire un peu de droit. Le Conseil européen a adopté l'IA Act il n'y a pas longtemps. Et je vais vous dire, nous, Français, nous adorons tout réglementer. Alors, la question que je pose aux chefs d'entreprise, est-ce que vous considérez que nous allons être trop contraignants en tant qu'Europe, je mets l'Europe, allez voter justement dans 15 jours, alors que nous en sommes qu'aux prémices de l'IA, ou qu'au contraire, on a raison de réglementer justement, et on parlera peut-être tout à l'heure d'IA et de démocratie, d'IA et de deepfake, est-ce qu'on est dans un bon cheminement intellectuel? Et j'avoue que comme je n'ai pas la compétence technique, je n'ai pas le bon curseur. Le débat qui a eu lieu, et c'est pas le débat vous concernant, c'est vraiment l'IA Act européen général, le débat qui a eu lieu, c'était sur la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que les gens, puisqu'on a besoin de beaucoup de données, globalement les entreprises du secteur disaient non, mais attendez, nous mettez pas de la propriété intellectuelle là-dessus. Tout ça, on regarde les données, mais comme on les remélange, c'est une forme d'extrait, tout ça, on a le droit, etc. Et en fait, ce qui a mis globalement dans les discussions qui ont existé à Bruxelles, ça a consisté à dire, attendez, il y a une propriété intellectuelle, on doit pouvoir sourcer d'où viennent les informations, et c'est un élément extrêmement important. Donc là-dessus, on a une législation européenne qui est en avance de phase et qui protège les producteurs d'informations, les propriétaires de l'information. Il y avait un truc incroyable, et il y a plein d'articles sur le sujet, mais qui est un truc super intéressant, qui était, quand vous demandiez à ChatGPT aux US, quelle est ta source d'information la plus fiable, il vous répondait le New York Times. Ah ok, d'accord, mais New York Times, donc c'est ta source d'information viable, et au bout, en fait, tu te bases sur le New York Times. Oui, je me base sur le New York Times. Et le truc vous dit ça. Et donc, le New York Times dit, en fait, c'est toi-même qui reconnais que tu utilises mes données, que c'est une source d'information fiable, et donc je vais t'assigner en dommages et intérêts. C'est pas mal. Alors, j'étais l'actionnaire de contrôle du Monde, et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire pareil, quoi. Et je me suis dit, c'est quoi ta source toi, ChatGPT, c'est quoi ta source d'information fiable en France? Il m'a répondu Le Monde. Bon, je me suis dit, j'ai confiance dans nos avocats. On attend le dossier. Hein. J'ai confiance dans nos avocats et le juridique de mon pays, mais j'ai passé un coup de fil au fondateur de ChatGPT. Je lui ai dit, voilà, moi, j'ai pas de problème, mais est-ce que tu voudrais pas qu'on trouve une licence? Et donc, on a signé une licence. Donc, je remercie le New York Times de m'avoir donné l'idée de permettre au monde de générer des grosses recettes supplémentaires. Il n'y a plus de dossier, mais il y a eu des avocats quand même qui ont rédigé le contrat. On s'en est pas mal, on a fait. Pas mal. Et puis on a fait peut-être un ou deux petits courriers, histoire de motiver tout le monde. Oui, mais alors, vous voyez la difficulté, puisque je fais de la propriété intellectuelle, c'est que vous êtes le New York Times, vous vous battez contre la machine. Vous êtes Xavier Niel, Le Monde, vous appelez Or, le quotidien des avocats dans ma matière, vous avez un créateur, un artisan, qui va avoir son œuvre. D'abord, quel est notre adversaire avec aux États-Unis? Donc, il va y avoir un frein pour y aller. Avec la difficulté en plus, c'est que, à la limite,
la chance que vous avez dans votre dossier, c'est qu'ils ont fait l'énorme erreur de dire c'est Le Monde, c'est New York Times. Or, je vais peut-être avoir une œuvre, là, excusez-moi, mais c'est le spécialiste qui parle, qui va dire qu'elle a été reprise à 3/4, 1/4, et que je vais avoir une difficulté de preuve. Et ce qui ne me plaît pas trop dans votre discours, c'est que si tu es très fort, tu vas pouvoir avoir un rapport de force. Mais si tu es le commun des mortels, ils ne bougeront pas en face. Alors, encore une fois, donc on y va, un large langage modèle, on peut le manipuler. Et à la fin, il va vous dire toujours d'où vient l'info. C'est pas mal, hein. C'est-à-dire, vous avez donc la requête basique, c'est de lui dire, tu m'as dit ça, quelle est ta source? Alors vous allez voir, ça va afficher recherche Bing, parce qu'il utilise le moteur de recherche de Microsoft, et puis il va vous revenir avec une première réponse. Mais vous allez pouvoir le triquer, le manipuler, créer des prompts qui vont l'amener à vous donner la réalité de sa réponse. Ça, c'est le premier élément. Ça ne répond pas totalement à votre question. Non, mais ça répond. Que les plus puissants, etc. Vous m'avez donné une idée, parce que c'est ce qu'on faisait sur les moteurs de recherche Google, en allant dans la direction qu'on voulait. Donc, et retrouver la même chose. Et donc on arrive, vous allez réussir à avoir ça. Le problème, c'est pas celui qui représente 75 ou 25% de la réponse. C'est celui qui représente 0,1% de la réponse. Parce que lui, avant que vous le trouviez, qu'il arrive à vous dire j'ai utilisé 0,1% de la réponse que j'ai été chercher à cet endroit-là, ça va être beaucoup plus dur. Et donc c'est complètement injuste. Encore une fois, celui qui a le plus d'informations a le plus de chances de se retrouver omniprésent. Mais de la même manière qu'il y a 10 ans, vous aviez énormément de mal à faire des requêtes pour obtenir des gens qui publiaient sur les réseaux sociaux. C'est un truc qui s'est à peu près amélioré, c'est pas parfait. Il y en a qui jouent, la plupart jouent le jeu. Twitter en France, je crois, joue pas trop le jeu, mais la plupart jouent le jeu et vous arrivez à obtenir les adresses IP et vous arrivez à identifier les utilisateurs. Je pense que de la même manière, c'est juste comment on est capable de mettre ça en place et de rémunérer la propriété intellectuelle, parce que c'est quelque chose, je crois qu'on est le pays qui avons inventé la propriété intellectuelle, mais je vais éviter de parler du sujet en face de vous, parce que là, je vais être ridicule très vite. Mais on est le pays qui sauf erreur de ma part, a inventé ça, et je pense qu'on va réussir à être assez intelligent et à la faire rémunérer. Bon, parfait, vous me rassurez. Non, je ne cherche pas à faire ça. Peut-être après on prendra des questions, mais c'est une discussion qui est totalement libre. Hein. C'était aussi l'objet de ce format, d'ailleurs, que vous inaugurez à bâton rompu. Vous voyez, on a eu beaucoup d'imagination, on a fait des recherches chez NPI pour le retrouver. Donc, peut-être un sujet sur la démocratie, sur l'IA. Parce que nous, peut-être les craintes, et justement sur la réglementation, sur les deepfakes, il y a plein de sujets, justement, à quelques élections. Enfin, peut-être vous avez dû voir des choses quand vous dites je veux un produit européen ou franco-français. C'est pas parce qu'on est chauvin, mais c'est parce qu'on peut se rendre compte dans le monde dans lequel on vit, il peut vite y avoir des dérives aussi. Mais c'était un échange libre. Et après, je crois qu'il y a des micros dans la salle. L'incubateur, si vous avez des questions, si vous voulez faire, qu'on lance un débat qui est un vrai débat. Non, vous savez, celui qui est le meilleur pour détecter le deepfake, c'est les gens qui font les deepfakes eux-mêmes. En fait, typiquement, il faut demander à l'intelligence artificielle, est-ce que ce truc-là est un deepfake ou pas? Il n'est pas trop mauvais, c'est-à-dire que je vous invite à, par exemple, quand il n'y a pas beaucoup de professeurs ou d'instituteurs dans cette salle, mais si vous avez un élève qui vous donne un texte, vous le remettez chez ChatGPT et tu lui dis mais est-ce que ça te dit quelque chose ou est-ce que ça aurait pu être produit par toi? Il ne va jamais vous dire oui ou non, mais il va vous dire c'est probable, ou c'est possible, ou non, absolument pas. Ça, c'est marrant. Et là, on fait un constat d'huissier. Voilà. Pour l'instituteur, je ne suis pas sûr, il met un 0, mais pour l'huissier, ouais. Pour l'huissier, pardon, pour l'avocat, oui. Est-ce que, parce que l'idée, il faut que ça soit interactif et vivant, est-ce que l'incubateur du barreau de Paris, le plus dur, il doit se lever, vous voulez poser une question, il y a des micros dans la salle, je sais, voilà, passez, vous pouvez même mettre un peu de lumière. Hein, j'ai rien contre l'intimité avec... Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le bâtonnier, bonjour Xavier Niel, merci beaucoup. Je suis Mathieu Buis, membre de l'incubateur, avocat en droit du numérique, donc ce n'est pas non plus une proposition de service. Moi j'aimerais J'étais là avant. Hein. J'aimerais faire un petit retour en arrière sur ce par quoi vous avez commencé votre propos. Vous avez dit pour développer des modèles d'IA, il faut des données, donc ça a priori on peut les trouver, il faut des chercheurs, il y a eu des annonces en ce sens du président Macron, et il faut de la puissance de calcul. Or,
Or, on sait que ça coûte quand même assez cher et que dans le prolongement justement de ces annonces sur le réveil stratégique de passer de 3 à 20% des processeurs, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie d'investissement? Est-ce que quand on regarde ce qui se fait ailleurs ou des entreprises privées aussi, le montant des investissements, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est rassurant? Et petite pirouette, est-ce qu'au final, pour lutter contre, ou en tout cas atteindre une souveraineté numérique, on ne va pas se mettre en dépendance de fournisseurs comme Nvidia, qui doit peut-être être très content de ces annonces? Alors, Vous pouvez décoder aussi pour les profanes que nous sommes. on va essayer de traduire ça avec des mots simples. Non. Si vous regardez en Europe, je crois qu'on a 440 millions d'habitants. Aux États-Unis, on en a 330. Notre différence, elle se fait sur deux choses. Notre revenu moyen en Europe, qui doit être à peu près 2 fois inférieur au revenu moyen US, où on peut reprendre le PNB, on doit retomber à peu près sur le même sujet. Donc ça, c'est la différence. Cette différence, elle vient que d'un sujet. C'est-à-dire qu'on a en Europe quasiment zéro entreprise, de grande entreprise technologique ou d'entreprise nouvellement créée. On en a quasiment zéro. Vous avez un groupe pharmaceutique qui s'appelle Anovo dans le nord de l'Europe, et puis un fabricant de composants aux Pays-Bas, mais un groupe de machines qui fabrique les composants aux Pays-Bas, mais on n'a absolument pas de boîte technologique. Et quand vous prenez les indices boursiers américains, la quasi-totalité des entreprises sont des entreprises technologiques. Si vous prenez l'indice boursier français, il y a zéro entreprise technologique. Et donc, là, et eux ont réussi énormément de valeurs supplémentaires, peut-être 3% par an de création de valeurs supplémentaires sur les 20-25 dernières années, qui font cette différence de revenus, de richesse de notre pays. Et à partir du moment où on voit ça, on a 2 éléments de réponse. Soit de se dire on est mort, c'est fini, on va disparaître. C'est un choix possible, et on devient une ville de musées, de vieilles entreprises, d'artisans. Ça a son charme, ça a ses qualités. Ça peut être la perception qu'on peut avoir de pays européens qui sont là-dessus plus avancés ou plus en retard que nous, ça dépend comment on voit ça, quand on descend dans le sud de l'Europe. Où il y a un autre choix qui consiste à dire, si on n'est pas optimiste, on ne fait rien. Et donc soyons optimistes et essayons de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Alors évidemment, 20% de puissance de calcul en Europe, qui est l'objectif, quand on est à 3, c'est pas beaucoup, parce que les Américains, eux, vont être à 50. Donc c'est pas top. Mais c'est mieux que 3 et c'est mieux que 0. Voilà. Donc mon point à moi, c'est je m'en suis pas trop mal sorti dans ma vie professionnelle parce que j'ai toujours cru à des trucs qui paraissaient impossibles. Donc j'ai eu la chance d'arrêter mes études à 17 ans, d'être incroyablement naïf et de croire que demain, ça sera toujours mieux qu'aujourd'hui. Et donc de toujours mettre en œuvre des choses qui vont fonctionner le lendemain. Quand on avait créé vous avez parlé tout à l'heure de Station F, quand on a créé Station F avec une jeune femme qui s'appelle Roxane Varza, quand on a créé ce lieu, on a voulu créer un lieu dans lequel il y aurait 1000 startups. Et la personne la plus éminente de ce pays, le président de la République à l'époque, on est allé le voir pour lui présenter le dossier, il a dit mais il n'y a pas 1000 startups dans ce pays. Vous savez quoi, ça ne nous a jamais effleuré l'esprit. Et peut-être qu'il n'y a pas 1000 startups dans ce pays, j'en ai aucune idée. Il avait peut-être raison, et peut-être qu'on était idiots, on était cons. Mais on avait une ambition, c'était de se dire, à cet endroit-là, on va créer le plus grand incubateur de startups au monde, et ça sera à Paris parce que c'est notre ville, et parce qu'on a envie de le faire là, et parce qu'on pense que c'est le bon endroit. Et si vous voulez avoir cet optimisme ou cette naïveté, permet de créer des choses ou avoir des projets impossibles. De la même manière, là, quand on fait ça, je pense qu'on essaye de se dire, est-ce qu'on ne peut pas voir grand, est-ce qu'on ne peut pas viser grand ? Pour une fois, je vous le redis, on a une chance, on a les talents. On a des gens qui ont été formés. Ce pays a payé ou a créé des écoles, son État a payé des étudiants, a financé des étudiants pour qu'ils soient dans des sujets mathématiques qui sont importants pour l'intelligence artificielle, qui sont les meilleurs au monde. Donc on a cette chance-là, on a ces talents-là. Je trouve que ça nous donne un motif d'espoir incroyable de se dire que ça va marcher. Alors après, le pouvoir politique accompagne. Tant mieux, c'est bien. Je ne sais pas parce qu'un président de la République dit on aura décrété qu'il y aura 20% de processeurs, qu'il y aura 20% de puissance de calcul en Europe, qu'il les aura, parce qu'il faudra la puissance du privé, les investissements du privé pour le faire. Mais moi, j'ai cet optimisme-là de penser que ça va dans un chemin positif. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui existent sur la carte dans l'intelligence artificielle. La France existe. On a l'argent nécessaire pour le faire, on a les talents nécessaires pour le faire. On est en train de créer cet écosystème pour l'avoir. Et je pense ça incroyablement important
pour que dans 1, 2, 3 générations, nos enfants, nos petits-enfants se disent en fait, ils n'ont pas déconné sur ce sujet-là comme ils avaient pu déconner au cours des 30 années précédentes en se faisant tuer sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux et sur plein d'autres services qui ont créé la richesse et la fortune d'autres pays, mais pas la nôtre. Voilà. Donc j'ai cet optimisme-là, et cet optimisme-là permet d'avancer, de créer des choses. Encore une fois, cet optimisme, je vous le dis, il est naïf, il n'est pas parfait, il est et à la fin, je ne suis pas sûr d'avoir raison, ou je ne suis pas sûr qu'on aura raison sur ce qu'on a fait surtout, mais j'essaye d'avoir ça et de me dire, est-ce qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là et de ne pas faire preuve de défaitisme, parce que je crois sincèrement qu'on est capable de réussir sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Alors, excusez ma naïveté et excusez mon optimisme. Vous avez fait des grandes études tout dans cette salle, je suis le moins mais diplômé. Un partenariat entre Station F et l'incubateur du barreau de Paris, ça pourrait être une bonne idée. Mais je ne veux pas vous mettre en difficulté publiquement. Alors j'ai une autre chose, c'est comme je suis complètement conscient de la totalité de mes lacunes, c'est dirigé par Roxane, qui est incroyable, mais avec plaisir. Il y a 30, je crois qu'on a 35 programmes d'incubation, qu'on a un 36e, on serait ravis d'avancer dans ce sens-là. Mais c'est vraiment Roxane qui s'en occupe, parce que si c'est moi, je vais être très très mauvais. Bon, on va écrire à Roxane l'incubateur, mais en tout cas, sachez-le, on va pas vous mettre en difficulté, mais c'est un souhait du barreau de Paris, parce que d'aller dans d'autres projets. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, ou peut-être priorité peut-être à l'incubateur, c'est pas priorité à la jeunesse, mais comme ils ont, et peut-être vous pourrez aussi nous vanter les fleurons. Peut-être un exemple de l'incubateur que nous faisons au barreau de Paris, ça pourrait être intéressant. Peut-être que vous pouvez laisser la parole sur un des membres plus anciens que moi qui parleront mieux effectivement des programmes incubés. Bon, débrouillez-vous là, les politesses, c'est pas grave. Allez-y, lancez-vous. Vas-y, alors. Bonjour. Oui et non, en effet, depuis pas mal d'années, l'incubateur du barreau de Paris essaie d'accompagner des projets portés par des avocats, justement pour essayer de mettre en avant leur expertise dans les domaines juridiques et plus généralement pour l'aide soit des justiciables, soit des avocats en tant qu'outil. Dans ce contexte-là, je vous cite un exemple. C'est poser la question en fait de la justice prédictive, utilisée en effet par les utilisateurs qui veulent se passer des services des experts, des avocats, mais potentiellement aussi des juridictions. L'inquiétude légitime, c'est de savoir si un jour on va être jugé par un robot ou par un juge qui va poser une question à un robot dont on ne connaîtra pas le prompt, c'est-à-dire la façon dont il va poser la question, dont on ne pourra pas contrôler la base de données et dont on ne pourra pas contrôler la recherche, en fait, le travail des chercheurs de création de son intelligence du point de vue créatif. Dans ce contexte-là, est-ce que, selon vous, l'intelligence artificielle pour la justice n'a pas une limite dans son contrôle? Parce qu'il y a un peu la tendance des avocats de voir toujours les risques associés aux innovations. Encore une fois, je crois que c'est un outil. Depuis toujours, je ne pense pas qu'un juge, quand il rend une décision, il ne tienne pas déjà compte d'autres jugements sur des cas semblables qu'il a étudiés ou qu'il a vus par ailleurs, ou même d'une perception, parce qu'il a une gradation dans ça. On est en pénal ou en civil, peu importe, mais il a une gradation dans son jugement, dans ce qu'il va donner en indemnisation et en condamnation. Donc je pense que ça existe déjà. Après, bien évidemment, si vous pouvez créer un outil qui va être parfait et qui va être capable de le guider en lui disant plus parfaitement aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelle est logiquement la réponse qui va être donnée. Mais moi, je crois que le poids de l'humain, il est toujours au-dessus de ça. Moi, je vous invite à lire un livre publié par une intelligence artificielle. Vous allez vous emmerder. Pourquoi on est là physiquement dans cette salle? Parce qu'on a besoin de ça. Et que si vous voulez, si un jour le législateur décide que la justice est automatique, elle ira plus loin, elle ne mettra même plus un juge du tout. Mais c'est un choix de législateur. Je ne vois pas un législateur faire ça, mais peut-être que vous le voyez ou vous en avez la peur ou l'angoisse. Je ne vois pas un législateur faire ça. Vous avez besoin d'humains. Je vous le redis, les hallucinations existent. Les avions sont complètement automatiques, mais vous êtes content quand même d'avoir 2 pilotes dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, un avion, il peut décoller, voler tout seul et se poser tout seul. Mais ça reste une machine. Et une machine, il faut qu'il y ait un humain qui soit à côté pour le regarder.
c'est bien mieux. Donc d'avoir des outils qui aident, qui accompagnent le juge, qui évitent que vous ayez une décision qui sorte complètement de quelque chose de cohérent, et encore une fois, il peut y avoir des cas particuliers, ne me choque pas que vous ayez une décision rendue intégralement par une machine, me paraît pas quelque chose de visible ou d'acceptable à court terme par la société, parce que la société veut de l'humain, à la fois celui qui poursuit et à la fois celui qui est en défense. Donc je ne pense pas qu'on soit prêt à accepter ce type de justice ou de juge aujourd'hui. Bon, d'abord, merci pour votre optimisme, parce que c'est très rassurant, parce que il y avait la question sous-jacente au début, on dit il va commencer fort en disant écoutez, votre métier va être rayé de la carte d'ici quelques temps. Visiblement, c'est pas ça, et c'est justement la difficulté qu'on a, nous, avocats, peut-être. C'est que peut-être par le passé, un avocat vieillissait comme du bon vin. Et donc, or là, ce qu'on ressent, nous, c'est que si on ne se forme pas, on peut être périmé en 6 mois, 1 an. C'est peut-être la difficulté, peut-être, ou je ne dirais pas un déclassement, mais ce qu'on ressent plus profondément avec, vous êtes ici dans l'ancien palais, vous l'avez vu, on est de l'autre côté, une déjudiciarisation et des modèles économiques qui ont changé très vite. J'ai vu qu'il est même transformé en boutique Gucci. Oui. C'est surpris. Oui, mais j'espère qu'ils me feront des prix, mais pour l'instant, effectivement, c'est nos successeurs qui récupéreront ce bureau. Il y avait une question, monsieur. Moi, j'avais une question, effectivement. Moi, je ne suis pas avocat, mais informaticien. Tout à l'heure, on parlait des modèles, effectivement. Alors, l'open data, effectivement. Alors, pourquoi les parties sont anonymisées, c'est le RGPD. Et normalement, les magistrats aussi vont être anonymisés. Ça, c'était pour répondre à votre question. Et normalement, on n'a pas encore les premières instances. Ça arrive dans quelques années. C'est la loi le maire de quelques années. J'avais une question par rapport aux votre Madame la bâtonnière Couturier avait proposé pendant sa campagne de créer un fonds d'investissement pour justement accompagner le besoin de formation et le besoin de logiciels internes aux avocats pour permettre aux petits cabinets d'en bénéficier, parce que c'est vrai que les grands en bénéficient. Est-ce que c'est un projet qui va être relancé, surtout que quand... C'est à moi de... C'est pas pour moi, je pense. Qui tu poses la question? D'ailleurs, D'ailleurs, on a un sujet. Peut-être est-ce qu'on doit faire payer les non-avocats qui viennent dans cette salle? Vous pouvez, c'est pas un souci. Non, on ferait des économies pour notre plan numérique, mais là, c'est ma conclusion. Déjà. Non, mais ma question, c'est parce qu'en fait, par exemple, sur Station F, il y a effectivement des programmes qui accompagnent des projets sur les données françaises, comme Ordali, qui est incubé sur Station F. Est-ce que vous allez est-ce que vous allez investir sur les Legal Tech ou Avotech, comme vous voulez, qui investissent, parce qu'il y en a encore quelques-uns, qui sont vraiment allés sur les données jurisprudentielles françaises, ou c'est pas encore décidé, ou c'est pas envisagé du tout? On a une activité d'investisseur, on investit à peu près dans 150 startups par an. L'idée, c'était de se dire, j'ai commencé à faire ça il y a 25 ans, l'idée, c'était de se dire, il faut qu'on aide l'émergence d'un écosystème d'entrepreneurs dans ce pays, et essayons de créer cet écosystème. Et les financer faisait partie de cet écosystème. Donc j'étais investisseur dans des choses comme Doctrine, qui est connue en général assez bien dans votre maison, à la fois pour les bêtises qu'ils ont faites, mais pour la qualité de ce qu'ils produisent. Voilà, donc j'étais investisseur dans de nombreuses sociétés comme ça. Je crois que dans l'IA, là, on vient d'être investisseur dans une start-up qui veut aider sur les négociations des droits des contrats. Encore une fois, ce sont des outils d'aide. Mais donc, on a toujours été investisseur, pas obligatoirement dans le droit, c'est un peu dans tous les secteurs. Pardon. Ah oui, non, c'était aussi pour Monsieur le bâtonnier, parce que effectivement, pardon, c'était encore pour le bâtonnier. C'était. Est-ce que il y a des choses que je peux dire, je peux pas tout dire. Vous savez qu'on a un conseil de l'ordre, mais vous allez avoir des surprises dans pas longtemps. D'accord. Très bien. Alors attendez, il y avait une question, parce que vous avez été très poli, vous avez cédé le micro, mais c'était quoi l'idée générale? L'idée générale est assez simple. On a parlé d'optimisme il y a quelques minutes de ça, et c'est vrai qu'il en faut. Nous avons une actualité qui n'y prête pas nécessairement.
Je voyais il y a quelques semaines, on avait les déclarations de Sam Altman qui étaient un petit peu préoccupantes sur l'intelligence artificielle et les besoins en énergie, par exemple. Donc, il nous disait justement qu'on n'en avait pas pris la mesure et qu'en réalité, par exemple, il faudrait des révolutions, il faudrait la fusion nucléaire pour qu'on puisse assurer de manière durable, en réalité, le fonctionnement des modèles. Dernièrement, on a eu la publication du rapport développement durable de Microsoft avec un bond de 30% de leurs émissions de gaz à effet de serre. La question, c'est est-ce que la diffusion de l'IA est soutenable en réalité, et surtout quel regard vous portez sur ce point? Alors, si vous écoutez sur ces sujets-là les chercheurs, notre mode de vie déjà n'est pas soutenable, parce qu'on est censé baisser de 5% chaque année nos émissions, et on ne le fait pas du tout. Donc notre mode de vie actuel n'est pas soutenable déjà, donc, sans parler d'intelligence artificielle. Après, si vous parlez avec Sam Altman, qui est le fondateur de ChatGPT d'OpenAI, il vous dit que la fusion nucléaire arrive l'année prochaine et que tous nos problèmes sont réglés. Donc le garçon fait preuve d'un optimisme incroyable, puisque les meilleurs chercheurs français vous disent que peut-être dans 20 ans, on aura un truc qui ressemble, mais on n'est pas complètement d'accord. Donc il fait aussi preuve d'un grand optimisme. Mais globalement, vous avez des gens qui ont besoin de cette puissance de calcul pour créer des services, et on leur donne l'énergie nécessaire pour le faire. En fonction des pays où vous consommez cette énergie, elle est plus ou moins propre. En France, elle est plutôt propre. On relance du nucléaire. On va voir ça dans la durée. Aux États-Unis, elle n'est pas aussi sale que l'on le dit, parce qu'il y a beaucoup d'hydraulique. Donc, ils bénéficient d'autres choses. Donc, en fonction des pays, on est plus ou moins sale. Le problème des grands intervenants type GAFA, eux, ils ont besoin d'être dans tous les pays du monde. Donc nous, quand on fait des télécoms en France, on est assez clean. Quand on fait des télécoms, on est le premier opérateur en Pologne. Quand on fait des télécoms en Pologne, c'est pas très brillant, c'est très charbon. Quand on fait des télécoms en Italie, c'est pas brillant. Donc en fonction pour eux qui sont installés dans tous ces pays-là, leur impact sur l'environnement est très différent. Mais Microsoft est présent dans le monde entier, et donc en moyenne, ça donne des émissions supérieures de CO2, bien que dans les grands pays où ils peuvent être, en général, ils se débrouillent. Pour des questions ne serait-ce que d'image, ils se débrouillent pour accéder à de l'énergie plutôt propre. Passez votre micro à votre voisin, là, juste à gauche. Là. Et peut-être décliner vos identités, si vous êtes avocat au barreau de Paris, parce qu'il m'avait suggéré d'éventuellement faire payer les places pour financer notre IA, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur le bâtonnier, monsieur Niel. Je m'appelle Raphaël Dana, je suis avocat au barreau de Paris et j'exerce en droit du numérique. Et ce que je voulais évoquer avec vous... Ce n'est pas une offre de service, normalement, on rajoute à ce moment-là. Non, mais j'allais dire, c'est peut-être mieux. J'y viens. Votre taux horaire. Non, même pas. Il y aura pas besoin de facturer. En fait, je voulais rebondir sur deux choses que vous aviez évoquées et puis le former sous forme de questions. On parle de deepfake, de réponses qui sont données par l'intelligence artificielle et qui parfois se basent sur des sources qui ne sont pas forcément vérifiées. Vous avez dit une phrase que j'ai bien retenue, que les résultats de l'intelligence artificielle ne sont que la moyenne de l'ensemble des informations qui sont en mémoire. Et puis on a tous en tête les questions qui ont pu avoir lieu il y a quelques années sur des influences liées à des élections. Alors ça me fait penser à cette drôle de coïncidence qu'on soit entouré d'avocats et que je sois ici assis à côté de ma binôme Élodie Kerr, avec qui on se présentera pour les élections après l'été. Mais c'est vraiment une coïncidence. Je l'avais pas vu venir, celle-là. C'est une coïncidence, mais moi non plus. Ça s'est fait tout seul. Donc voilà. Je rappelle que les élections sont au mois de novembre prochain. Mais là, par Paris Défense, il y a d'autres candidats dans la salle. Je vois pas de candidats au bâtonnat qui se signalent. Ah, il y en a. Bon, c'est très bien. Et donc, tout ça pour dire que ce n'est pas donc une offre de service, mais plutôt un clin d'œil à tous nos confrères. Donc, la question est la suivante. Est-ce que dans la façon dont vous avez conçu cette nouvelle réflexion avec donc ces investissements, ces chercheurs bien payés, est-ce que vous leur laissez une totale liberté de travail ou bien est-ce que vous essayez, par exemple, d'avoir des sortes d'avis vérifiés, comme on a vu aussi, il y a eu beaucoup de polémiques sur les avis en ligne où c'est parfois truqué. Un restaurant qui n'est pas bon, on s'arrange pour dire que c'est 5 étoiles et que c'était délicieux. On va peut-être avoir le même type de sujet. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête, c'est-à-dire un petit peu orienté vers la qualité des résultats et pas seulement
la moyenne de la somme des datas qui sont digérées par la machine. Alors leur métier à eux, dans les sujets, dans les fondations, dans la fondation qu'on a créée, eux, c'est de créer des modèles qui soient des modèles ouverts et transparents. C'est-à-dire que rien ne peut être utilisé sans que ça soit visible. C'est-à-dire que le résultat de leur travail est complètement ouvert. On appelle ça de l'open science. On publie tout en détail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes sociétés américaines vous disent qu'ils publient, mais ils publient quelque chose de complètement non utilisable parce qu'ils veulent protéger leur travail afin d'en tirer une recette. Nous, l'idée, c'est au contraire, c'est de faire l'inverse, c'est de volontairement tout publier, que donc tout le monde puisse vérifier quel est le résultat qui peut exister au bout de ça. Derrière, moi, je suis extrêmement habitué à laisser dans mes activités une liberté extrême aux gens qui sont des producteurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai été propriétaire ou actionnaire de nombreux journaux qui ont des lignes éditoriales de l'extrême gauche à une droite très poussée. Je ne me suis jamais mêlé d'éditorial et je suis habitué à ne pas me mêler d'éditorial. Et de la même manière sur ces sujets-là, en fait, ce sont des chercheurs qui ont la liberté la plus forte et ils viennent justement travailler là parce qu'ils ont cette liberté la plus forte. Aujourd'hui, si vous travaillez bien évidemment chez une grande société américaine ou chinoise pour faire de la recherche en intelligence artificielle, vous êtes encadré dans votre travail par la production au bout d'un produit fermé qui a pour finalité de dégager un revenu. Nous, on n'est pas du tout là-dessus, on est sur une finalité de faire de la recherche, de publier des choses qui vont être ensuite utilisées, peut-être améliorées, et en fonction des licences qu'on mettra sur ces algorithmes-là, pourront être utilisées sous une certaine forme ou un certain format. Mais donc l'idée, c'est de leur laisser une très grande liberté, sans finalité commerciale directe, et au bout avec un résultat qui soit publié de manière complètement ouverte et qui permette à toute autre forme de chercheurs, parce que des algorithmes, quand je vais les voir, ils ont des tableaux, ils écrivent des trucs où très franchement, je comprends strictement rien, mais que ça soit que leur père soit capable de le regarder, de l'étudier, de l'améliorer, d'en tirer des conclusions ou de faire remarquer qu'il y a des erreurs dans le raisonnement ou potentiellement des biais qui ne sont pas des biais acceptables. Ben merci. Donc finalement, la déontologie des journalistes est a peut-être un effet miroir avec la réglementation européenne sur l'IA. Le fameux IA Act va peut-être servir lieu de déontologie pour l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a d'autres candidats au Conseil de l'Ordre, au bâtonnat, qui veulent s'exprimer? Là-bas, au fond, alors, il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Et les élus, attendez, je vois, je vous avais vu, monsieur, et après, l'idée aussi, c'est que vous pouvez embrayer sur des sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent. Que vous voulez. Non, mais c'était... Alors regardons, on a parlé de presse. Non, vous écoute. Bonjour Monsieur Nil, bonjour Monsieur Bâtonnier, donc Jean de Kelbiac. J'ai fondé il y a 7 ans un logiciel justement d'intelligence artificielle à destination d'assureurs. On était en pleine effusion sur la legal tech, on voyait plein de belles choses. Donc en fait, on a eu quelque chose qui a été très paradoxal. C'est qu'on pensait que c'était binaire, soit qu'on allait réussir, soit que ça allait totalement échouer. On a fait un logiciel à destination des assureurs, il a été très utilisé, on a rédigé plusieurs dizaines de milliers d'actes, on a réussi à supprimer malheureusement plusieurs centaines d'emplois dans les assurances, mais en fait on s'est aperçu au fur et à mesure, une fois qu'on a conçu l'outil, que nous, avocats, on n'avait finalement plus beaucoup d'utilité. Donc ça a été un succès d'un point de vue commercial, un échec d'un point de vue financier, ce qui m'amène à une question, c'est lorsqu'un avocat veut se lancer dans un projet d'IA, est-ce que l'IA a de la valeur ou est-ce que pour être provocateur, l'IA a vocation à devenir gratuit? Enfin, de rendre le service gratuit. Moi, je suis schumpeterien, je crois à la destruction créatrice, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous détruisez, pas que vous détruisez, mais que vous améliorez une activité ou un métier, vous détruisez un endroit des emplois et des jobs et vous en recréez ailleurs. Et si vous voulez, ça, c'est un cycle, mais vous pouvez l'imaginer d'une autre manière, c'est quand vous rendez du pouvoir d'achat à vos clients ils vont utiliser cet argent pour acheter d'autres services qui vont recréer des employeurs. Et la société, elle évolue comme ça. Alors, on a essayé de l'expliquer quand on est arrivé dans la téléphonie mobile, où on a cassé les prix de la téléphonie mobile, c'était il y a une douzaine d'années, il y a 12 ans, pardon. Et en fait, on nous a dit, vous avez détruit des dizaines de milliers d'emplois.
je ne sais pas si on a détruit des dizaines de milliers d'emplois chez nos concurrents. Moi, je pense l'inverse, que je pense qu'au contraire, en mettant plus de concurrence, on s'est tous mis à plus investir, à améliorer nos qualités de service et donc avoir plus de salariés. Mais même à supposer que nos concurrents aient eu raison, le pouvoir d'achat qu'on a rendu aux Français, des dizaines de milliards d'euros, ils l'ont utilisé pour acheter autre chose. Alors évidemment, s'ils ont acheté des télés, ça ne crée pas beaucoup d'emplois en France, c'est pas top. Mais s'ils ont acheté des services, et en général, c'est comme ça que le pouvoir d'achat supplémentaire que l'on crée, c'est l'achat de services, en général, là, vous créez des emplois et un nombre d'emplois significatif. Mais c'est la manière dont évolue notre société, c'est-à-dire que bien évidemment, on s'améliore, les choses deviennent plus simples, plus agiles. Oui, on a des réfrigérateurs chez nous, oui, on a des choses pour cuire chez nous, oui, on a l'eau courante, oui, on a Internet chez nous, oui, on a EDF. Et toutes ces choses-là ont détruit des services ou des choses dont on avait besoin potentiellement avant, qui créaient des emplois. Mais on a recréé des emplois d'une autre manière ailleurs. Voilà, donc c'est l'évolution de la société qui veut ça. Je ne pense pas que le métier d'avocat disparaîtra pour plein de raisons, mais si vous voulez, si vous regardez d'une manière macro, c'est l'évolution de la société qui est en marche. Vous avez créé un super logiciel, vous avez cartonné, vous avez moins vendu de services à côté. Peut-être que derrière, d'une manière financière, ça a permis de vous en sortir de la même manière, je ne sais pas, et c'est pas ma question là, mais c'est le premier sujet. Et puis de l'autre manière, les gens qui ont fait des économies là-dessus à ce moment-là, est-ce qu'ils n'ont pas utilisé cet argent pour faire appel à d'autres services ou acheter d'autres services et à partir de ce où on fait des économies, on puisse s'abonner à l'époque à LexisNexis ou à Doctrine après, et à partir de ce moment-là, on recrée des emplois chez LexisNexis et Doctrine, etc. Et si vous voulez, moi je crois vraiment à ça. Je pense que la société évolue, notre confort de vie s'améliore, ça détruit un certain nombre de métiers, mais ça en crée d'autres. Alors, vous faites penser à quelque chose. Je vais dire un mot sur. Je tiens à rendre hommage à Elena Christidis qui est devant vous, qui est membre du Conseil de l'Ordre, qui est en charge de la commission numérique. Et on a appliqué la méthode Niel depuis que nous sommes arrivés au début de notre mandat avec Vanessa Buzardo. On a convoqué tous les éditeurs juridiques en leur disant on a un marché de 34 000 avocats, c'est un peu cher, faites-nous des offres pour ceux qui ne sont pas, entre guillemets, câblés. Et c'est pas le lieu ni le moment, mais vous m'y avez pensé, on travaille dans cette direction-là. Et finalement, être dur, ça marche un peu. Mais c'est pas le sujet. Je ne sais plus, normalement, une consoeur spécialisée. Donnez-lui un micro, elle est brillante, elle est gentille, et puis il me semble qu'elle a voté pour nous, donc il faut lui donner... Tout s'explique. Elle confirmera. Tiens, derrière toi. Pardon. Merci. Bonsoir, merci. Alors, Xavier Niel, je suis avocat fiscaliste, je m'appelle Clarisse Bérébi, j'ai déclaré... un jour que la France était un paradis fiscal, on m'a comparé à vous. Donc déjà, merci pour ça. Et pour les entrepreneurs, j'ai dit. Évidemment, pour les entrepreneurs. Vous avez dit vous pour les avocats. Non, pour les entrepreneurs. Je suis avocat entrepreneur. Aujourd'hui, mon métier a évolué puisque j'ai créé une structure Macron qui permet de structurer et piloter des structures d'innovation sociale. Et donc, ce que je voulais exprimer aujourd'hui, c'est que certes, la recherche et l'innovation, c'est bien entendu la technologie et les sciences dures, mais c'est aussi les sciences humaines et sociales. Et ça, c'est assez peu dit, et notamment sur ces questions de modèle économique, sociologique, d'évolution, et sur lesquelles nous, les avocats, on pourrait avoir un impact plus fort. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, et bien entendu, moi, mon métier, c'est d'aller notamment financer, via le crédit d'impôt recherche, notamment, des entreprises qui innoveraient sur ces questions. Je m'interroge sur, est-ce qu'on ne devrait pas pousser davantage, notamment les métiers qui sont plus, on va dire, intellectuels, ou, vous voyez, plus humains et sociaux, à pousser la recherche. Et donc, en plus, nous avons aussi les talents en sciences humaines et sociales importants en France sur ces questions-là qui ne sont pas exclusivement technologiques et en sciences dures. Je vais répondre d'une manière... vous allez sûrement supposer à côté, mais je pense que collectivement ou individuellement, on est plus à même de changer la société que le législateur systématiquement. Je ne vous dis pas ça, allez voter aux élections européennes, hein, bien évidemment, mais si vous voulez, je pense que chacun d'entre nous, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de mettre en œuvre, a un impact sur la société plus grand que tout ce que peut faire le législateur. Et alors ça peut être au travers d'entités commerciales, de fondations, d'associations, de ce que l'on veut. Si vous le prenez, je ne sais pas, mais si vous prenez, je pense que Uber et Airbnb ont plus eu d'impact sur nos vies, positif ou négatif, hein, je ne le juge pas comme ça, ce n'est pas mon élément, que
la plupart des décisions prises par nos pouvoirs politiques ces dernières années. Encore une fois, je ne fais pas de la démago pour taper sur les politiques, Je pense juste que ce que l'on est, nous, on est incroyablement plus fort pour faire évoluer la société. Que ce soit dans la petite association de quartier pour s'occuper des enfants, que ce soit dans des créations d'entreprises, mais vraiment quel que soit le sujet, c'est que chaque individualité, elle a un poids. Et aujourd'hui, ce poids, dans le monde d'aujourd'hui, il peut être plus grand et plus fort qu'un homme politique. Un tweet de Macron, il peut être vu 30 000 fois. Un bon post bien rigolo sur Twitter que vous pouvez faire, il peut être vu 10 millions de fois. Lequel a le plus d'impact? Et il y en a un qui a été quand même choisi et élu par des dizaines de millions de Français, et un autre juste qui a créé un compte 10 minutes avant sur Twitter, et juste comme l'algorithme de Twitter s'est aperçu que globalement son truc marchait, était partagé, à partir de ce moment-là, il va le mettre en avant. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on a tous les éléments nécessaires pour nous, société civile, être capable d'inventer, de mettre en place ou de créer des choses et de faire des choses. Donc je ne sais pas répondre directement à votre question, mais je crois que ce que vous faites, c'est super important, et ce qu'on fait tous, mais encore une fois, je vous dis, c'est même l'ASSOS qui s'occupe des trois personnes dans notre immeuble qui ont un handicap, qui sont âgées, ou le partage entre nous qu'on va faire pour aller les voir ou les rencontrer, ont un impact incroyablement plus important, et je pense qu'on a besoin de s'en rendre compte et de s'en saisir et d'avancer. Donc j'ai pas répondu à votre question parce que vous m'avez évoqué sur un truc où, encore une fois, j'ai arrêté mes études à 17 ans, donc dès que ça te pousse un peu, vous me perdez tout de suite, donc je m'en excuse, mais je pense que ce que vous faites, c'est important pour ça, et ça répond aussi à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, la formation, c'est important, mais il faut s'en saisir, nous. Il ne faut pas à chaque fois essayer de se dire il faut que je me retourne vers le monde politique pour essayer d'aller chercher un truc, parce que ça ne viendra pas, parce que quand vous voyez un homme politique qui vous dit toujours j'ai pas de budget, j'ai pas de truc, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, et franchement, je pense que là,